Il était une fois, il y a fort fort longtemps, un vieux père qui s'était égaré dans des bois inquiétants. Trouvant refuge dans un château abandonné, il provoque la colère du maître des lieux, une créature monstrueuse. Mais pour sauver la vie de son père bien-aimé, sa fille accepte de prendre sa place et de rester pour toujours auprès de la bête. Commence alors une histoire d'apparence trompeuse, de féerie et d'amour. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de l'adaptation au cinéma d'un conte français bien connu, La Belle et la Bête. La version tchécoslovaque de July Hertz, sortie en 1978. Alors, Si je me suis permis de vous mentir en vous faisant miroiter le film de Cocteau, le classique d'animation de Disney ou le remake live action, c'est pour mieux parler à tous les publics d'une adaptation méconnue, celle de July Hertz, sortie en 1978. Parce que malheureusement, il faut au moins ça pour qu'un film tchécoslovaque intéresse. Si vous voulez voir une chouette vidéo sur le film de 91, allez voir celle de Cinépop. Mais c'est sans remords aucun que je poursuis, puisque je vais pouvoir vous parler de ma version préférée de La Belle et la Bête. Alors allons-y. Vous l'avez remarqué, alors commençons par ça, c'est un film qui a une atmosphère très très différente des autres adaptations du conte. très sombre, à la violence crue et à l'imagerie crépusculaire, poissarde et réaliste, c'est un film qui emprunte beaucoup au cinéma d'horreur et à la dark fantasy, très loin des univers lumineux et chatoyants des autres adaptations. Je veux dire, vous vous souvenez des animaux animés dans le film de Cocteau ou dans le film d'animation de 91 ? Voilà ce qu'il en est dans le film de Hertz. Oheň, který vzplane, když je chladno, a celý váš zámek. V pohádkách, které mi vyprávěla maminka, Et globalement, même à l'extérieur du château, le film n'a vraiment pas froid aux yeux. La scène qui présente le village où vit Julie, donc la belle du titre, c'est vraiment le stand du boucher du coin, la sauce 18e siècle, avec des animaux qu'on éviscère, qu'on abat en plein jour, comme ça, à la vue des petits et des grands. Donc à moins de vouloir traumatiser vos gamins, attendez un peu avant de leur montrer le film. Mais en même temps, c'est un film qui relève du merveilleux. Vraiment. Quand il veut, il sait être super candide ou innocent. Prenez Julie. Elle est sincèrement prête à tout pour sauver son père. Elle a quelque chose de très naïf et enfantin, et elle se comporte souvent comme une petite fille. C'est pas pour rien que le titre original, c'est Pana a Nedvor, la Vierge et le monstre. Julie, c'est l'incarnation de la pureté et de l'innocence. Contrairement à ses deux sœurs, qui sont de vraies caricatures de vilaines pestes ingrates, vénales et égoïstes, beaucoup moins pures et innocentes, mais véritables archétypes de contes de fées. Donc en fait, ce que les contes de fées peuvent avoir d'effrayant et de naïf, c'est bien là. Comme dans les autres adaptations de La Belle et la Bête, en fait. La différence, c'est que le film a mis les potards à fond. C'est un conte horrifique crépusculaire, doué de l'émerveillement sincère d'un enfant. Mais c'est aussi au niveau du récit que le film se distingue des autres versions du conte, en proposant parfois des idées super innovantes. Par exemple, le fait que les prémices de la relation entre Julie et la bête sont complètement réinventées, ou le portrait de la mère de Julie, discret mais essentiel pour le récit. Mais surtout la bête en elle-même. Le fait que ce soit un oiseau dégueulasse, plutôt qu'un gros chat au poil soyeux, c'est déjà une idée super intéressante, qui renouvelle notre rapport empathique à la créature. Mais si en plus on en fait un être atteint de schizophrénie, on a là un tout nouveau personnage.
Jak odporná tvář. Všude krev. Za chvíli ti bude líto i Koloucha. Tvůj klid je ten tam. Dokud jsi byl osamocen ve své zvířecí podobě, byl jsi šťasten. Tvou duši nerozčeřilo nic. Neznala, co je to cit. Nedokázala milovat ani nenávidět. Tvoje zvířecí zvyky tě omezovaly, ale zároveň chránili. Ale můj hlas je lidský. To je tvé prokletí. Ani pták, ani zvíře, ani člověk. Je ne dirai rien de plus sur le scénario, mais vous aurez compris que le film a vraiment quelque chose à proposer à ce niveau-là. Et on pourrait s'arrêter là d'ailleurs. Mais le portail du château. Regardez ça. Ce plan, il vient de la deuxième moitié du film. Pourtant, c'est la première fois qu'on peut clairement discerner l'oiseau à deux têtes sur le portail. Et le fait que cet oiseau soit là, comme ça, vraiment, ça n'a rien d'anodin. Mais pour comprendre l'importance de ce choix de direction artistique, va falloir contextualiser un peu. Alors revenons à Uri Hertz. Né au milieu des années 30 dans une famille juive, c'est en 1943, à l'âge de 9 ans, qu'il est déporté par les nazis au camp de concentration d'Auschwitz, de Ravensbrück, puis de Sachsenhausen, avant d'être libéré par l'armée soviétique en 1945. Cette expérience traumatisante aura un impact déterminant sur ses films. Et en effet, une vingtaine d'années plus tard, alors que sont apparus au milieu des années 60 les cinéastes de la nouvelle vague tchécoslovaque, tels que Jerry Menzel, Vera Chytilova ou Milos Forman, que vous connaissez bien, Hertz se fait enfin remarquer en mars 1969 avec la sortie de son troisième long-métrage, L'incinérateur de cadavres, un film cynique, dérangeant et expressionniste, très provoquant et subversif, qui raconte l'histoire d'un employé de crématoire de plus en plus séduit par l'idéologie nazie dans le Prague des années 30. Donc si le film a aujourd'hui un statut un peu culte auprès d'un public encore trop peu nombreux, c'était pas le cas à l'époque de sa sortie, du tout. Le gouvernement tchécoslovaque, alors sous contrôle de Moscou depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 68, interdit et bannit le film de Hertz après 2 petites semaines d'exploitation en salle. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'au début des années 70, de nombreux comités de censure sont mis en place par les soviétiques. Il sera désormais plus du tout possible pour Hertz de travailler une subversion frontale et provocante, en fait. Alors, pour éviter la censure ou la retraite forcée, il va travailler dans les genres du fantastique et du merveilleux, en usant de symboles, de métaphores, d'allégories, pour mieux dissimuler sa subversion et ses critiques du régime. C'est dans ce contexte qu'est produit sa version de La Belle et la Bête en 1978. Bon, très bien, mais quel rapport avec le portail du château, vous me direz? Eh bien, le rapport, c'est tout simplement parce que cet aigle à 2 têtes, s'il a été l'emblème de plusieurs nations à travers l'histoire, est surtout connu pour avoir été, par le passé, l'emblème de plusieurs régimes russes d'avant la révolution d'octobre 1917. Alors oui, on pourrait se contenter de voir dans cet aigle une belle et discrète mise en image de la schizophrénie de la bête, tiraillée entre sa bestialité et son humanité. Mais quiconque y reconnaîtrait un ancien symbole de la Russie comprendrait alors que cette bête incarne l'URSS, sa dualité, sa contradiction de régime totalitaire, pourtant née d'un idéal d'émancipation oublié. La voilà, la subversion dissimulée sous le symbole. Associer cette bête rapace, en proie à ses démons, au régime soviétique, en invoquant discrètement un ancien symbole russe. Et en partant de là, Yulié, la belle, la vierge, peut du même coup être vue comme une incarnation de la Tchécoslovaquie, coincée, soudainement prisonnière des griffes menaçantes d'une URSS avec laquelle il va bien falloir interagir pour espérer la changer. Voilà, La Belle et la Bête, la version tchécoslovaque donc, que réalisa Juraj Hertz en 1978, c'est un excellent film. C'est un conte merveilleux, horrifique, à portée politique, qui est malheureusement trop peu connu aujourd'hui. Donc, allez voir ça, Denis Sachant, c'est super. Chaud.